Monsieur Bertrand est avec nous. La caméra est en noir. On attend que tout ça sera activé. Monsieur Bertrand, vous m'entendez? Ouais. Mais moi, je vous entends, sauf que je vous vois pas, hein. La Vous me- caméra est en train de tourner avec la couleur noire. Donc, ah, j'entends votre voix aussi, ouais. sauf que j'arrive pas à vous voir carrément. C'est en noir. Comment ça se fait? Alors attendez, parce que je suis pas un spécialiste. Ah oui. Ah non, là, tout à l'heure, ah oui, là oui. Est-ce que c'est possible juste de régler un petit peu la caméra? Ah oui, là c'est excellent. Bonsoir coach, Bonsoir. ça va, vous allez bien? Très bien, merci. Ben, très ravi de vous avoir avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et comme je vous ai dit hier lors de notre appel, ben, nous allons parler du classique, hein, du classique mondial aujourd'hui qui est devenu une classique, une affiche très classique entre la France et le Maroc. Après un très bon parcours des Bluettes, bien sûr avec le coach Diomède, bien sûr qui était un ex-champion du monde, un ex-joueur qui était, moi je pense qu'il était un peu victime d'une richesse qu'il avait Aimé Jacquet à l'époque. Hein. Voilà, moi je me souviens très bien avec Corentin Martins et Claude Marley, etc. Ils avaient une belle équipe. Hein. Ça me rappelle une belle victoire en plein Arena Stadium à Amsterdam. Ils avaient une très belle équipe avec les Tasfawet, les Moussa Saïeb, etc. Et en contrepartie, il y a le Maroc, un U20, après une médaille de bronze l'année dernière, après une demi-finale de la Coupe du Monde. Là, on était éliminé contre vous, contre la Et France, au bien sûr. Qatar. Hmm. Bien sûr, ça a été une très belle demi-finale, hein, avec quelques chances de la part de Théo Hernandez et quelques malchances de la part de l'arbitre, hein. Voilà, un petit peu, voilà. Mais franchement, hein, si on savait que la finale, ça sera du 3-3, automatiquement, on allait laisser les Bleus avec un Kylian à 3 buts et Léo avec 3 buts. Bah, coach, tout d'abord, très ravi de vous avoir au bout du fil. Je vous laisse le mot d'ouverture pour toute personne qui vont regarder ce live. Bah écoutez, très content de vous rejoindre, très fier que notre équipe de France U20 soit en demi-finale de la Coupe du Monde et très heureux que ce soit contre le Maroc, hein, parce qu'on va en parler, mais c'est vrai que le Maroc, depuis des années, commence à venir sur la scène, bien sûr, nationale au niveau africain et international, surtout maintenant, on le voit, donc c'est une nation qui est très très présente sur ce plan de ses sélections et surtout sur la formation de ses joueurs aussi qu'on retrouve maintenant dans tous les grands clubs européens. Et c'est quelque chose de fort au niveau du Maroc et je pense que c'est une belle récompense pour nos deux nations de se retrouver en demi-finale de la Coupe du Monde. Juste pour attirer l'attention des gens qui sont en train de regarder notre live et qui vont regarder notre live, c'est qu'aujourd'hui, avec moi, Bertrand Roseux, ex-directeur de centre de formation de PSG et qui a travaillé aussi avec le centre de formation de l'AS Monaco. D'accord. Aujourd'hui, il travaille en tant que directeur de centre de formation de Montpellier. Nous, les Marocains, quand on parle de Montpellier, ça nous rappelle toujours de Younes Belanda et du Akautari, hein, les fameux Et, duos qui ont gagné et là, le, un le trophée. qui était formé à Montpellier, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant 2 ou 3 ans, c'est Othman Mahama qui est en demi-finale avec Maroc, qui Eh gagne, ben, qui gagne la Montpellier. nous allons parler de Otman Mahama tout à l'heure, ça c'est sûr. Mais permettez-moi d'entrer directement sur le sujet. Là, on parle d'une Coupe du Monde U20 qui ne fait pas partie de l'agenda de la FIFA. Je vois qu'aujourd'hui, la Coupe du Monde pose des grandes difficultés à certaines élections. À certaines sélections, c'est-à-dire notamment ce qui concerne la composition de la liste. Aujourd'hui, on sait très bien que plusieurs joueurs, plusieurs talents en France, ils jouent actuellement avec leur club, notamment, allez, jusqu'à maintenant, on va dire le Maroco français Kaïou Boadi, d'accord, Mhm. qui, voilà. Donc, comment vous voyez cette difficulté par rapport au rendement des équipes? Est-ce que, selon vous, ça a été une occasion pour donner de la chance à d'autres joueurs qui n'étaient pas favoris d'être titulaires pour s'exploser, pour montrer leur qualité? Ou bien, comment vous avez vu ça? Bah, au départ, nous, c'est toujours une exception de pas, au départ, se dire qu'on peut mettre les meilleurs joueurs sur la liste. Hein, bien sûr, c'est toujours dommageable, hein, pour être performant, mais grâce à ça, ça permet à d'autres d'émerger et de pouvoir tenter, et de prendre leur chance, et puis peut-être de jouer sur d'autres registres,
sur le plan solidarité, sur le plan d'équipe, sur le fait de bien vivre ensemble. C'est Ouais. important, une grande compétition comme ça, une longue compétition, où le fait d'être ensemble permet aussi de pallier certaines absences aussi et d'avoir une équipe solidaire. Mm. Bien sûr. Coach, bien sûr, aujourd'hui, le Maroc est en demi-finale. Le Maroc a terminé en tête d'un groupe qui était vraiment très relevé en termes des équipes. On parle toujours de Brésil, on parle de l'Espagne, on parle aussi de Mexique. Euh, mais tout en sachant que on a joué dans ce groupe en tant que vice-champion d'Afrique, et ce n'est pas champion d'Afrique, tout en sachant que les Français, ils ont joué avec l'Afrique du Sud, le champion d'Afrique. À quel point, selon vous, le statut d'outsider a laissé et a aidé les Marocains de jouer tranquillement, d'une manière très intelligente et de chercher ce qu'ils voulaient chercher, c'est-à-dire c'est de gagner les deux grands morceaux et de jouer le troisième match d'une manière très intelligente. Oui, bah, je pense qu'ils ont bien joué là-dessus. C'est-à-dire que c'est une équipe qui avec dans une poule qui était très très forte avec de grandes nations. Et je pense Ouais. qu'ils sont et pas l'équipe surprise parce que le Maroc, bon, comme vous disiez, ils avaient été quand même vice-champions d'Afrique déjà. Mais je pense que ça leur a permis de passer tranquillement ces premiers matchs avec une très belle nation et puis peut-être que des adversaires qui les ont pris un petit peu de haut peut-être aussi, ils en ont profité parce qu'il y avait de l'activité et ça leur a permis de battre l'Espagne et de pouvoir quand même avoir un beau parcours dans cette poule. C'est clair. Et bien sûr, et de l'autre côté, la France a terminé troisième de son groupe avec une lourde défaite contre les États-Unis qui étaient battus par les Marocains. Hein. Voilà, Tout à c'est fait. bien. Voilà. Selon vous, est-ce que c'est lié à la difficulté de groupe ou bien on peut dire que ça a été une entrée prudente de la part des Français et la preuve c'est que demain ils vont jouer une demi-finale. Oui, il y a un peu des deux. Bon, je pense que c'est quand même un groupe qui est un petit peu amoindri. On l'a vu, le petit Boisbré là qui a fait le doublé en quart de finale n'est pas là. Il est reparti dans son club en Arabie Saoudite. Il a fait que deux matchs, les deux victoires d'ailleurs en huitième et en quart. Et puis là, On a de la chance, hein. il vient de repartir et il ne jouera pas la demi-finale. Donc, On a de la chance, hein. ouais, c'est compliqué. C'est compliqué pour Monsieur Diomède d'avoir une équipe compétitive qui s'accroche et qu'on Ouais. pense avec des joueurs qui essayent de prouver qu'ils sont là, pas là par hasard. Et puis je pense que Ouais. c'est un groupe qui s'est vraiment formé et qui, on espère, pour aller le plus loin possible. Mais c'est vrai que plus vous allez dans la compétition, il faut avoir un groupe, mais il faut avoir aussi une équipe performante avec des joueurs talentueux. Donc on espère qu'il va continuer à aller le plus loin possible. Mais c'est vrai que le Maroc, là, qui arrive en demi-finale, ça va être un match très compliqué pour nos Français. Un petit mot par rapport à les coachs. On parle de Bernard Diomède qui était un ex-joueur avec un vécu en tant qu'un joueur qui était très grand, très riche. On va pas nier ça. Contre un entraîneur qui était plutôt un formateur qu'un entraîneur. Voilà, qui est Mohamed Ouabi. Selon vous, et vous êtes un spécialiste dans le domaine de formation, à quel point le vécu quand on est des entraîneurs avec un vécu très riche, à quel point ça peut faire de la différence sur des matchs à l'image d'une demi-finale? Je sais pas si Oui, oui. c'est l'expérience qui est vécue un petit peu, que ce soit Bernard Diomède, qui a eu en tant que joueur une grande carrière au niveau international, bien sûr, hein, puisqu'il a Oui. été de champion du monde. Ça peut aider sur des détails de comment appréhender ce match-là dans la tension, dans le stress, dans la nervosité des joueurs. Il est pas, donc il peut laisser passer quelques messages. Mais à l'arrivée, ce qui fera la différence, c'est quand même le tacticien et les joueurs qui sont sur le terrain. Et c'est vrai que c'est le plus important. Ah ben, raison pour laquelle je voulais vous parler à propos de l'équipe nationale du Maroc, parce que dans tous ces matchs, a toujours ouvert le score, il était jamais mené en une seule fois, d'accord? Et il a encaissé des buts à travers des pénaltys. Comment vous voyez ça? C'est une équipe qui essaie d'être offensive, qui essaie de marquer, donc qui peut se retrouver des fois dans des situations défensives un petit peu limites, et des Ouais. fois de faire des fautes qui sont un petit peu pénalisées par des pénaltys, qui sont des fois peut-être dans des situations extrêmes de transition. Et c'est vrai que c'est à eux de bien défendre euh, dans le jeu, mais ils se retrouvent dans des situations compliquées, je pense, des fois sur certaines pertes de balles quand on veut jouer vers l'avant. Et c'est vrai que des fois, Ouais. vous se retrouvez dans des situations, dans des zones critiques où la faute a de lourdes conséquences comme le penalty, complètement. Bien sûr. Mais restons sur ce point-là, coach. Là aujourd'hui, on parle que peut-être le Maroc, c'est la seule équipe qui a encaissé des buts à travers des pénaltys. On parle pas de la France, on parle pas de la Colombie, on parle pas de l'Argentine. Qu'est-ce que
comment vous voyez est-ce que c'est un caractère un peu différent? Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour une sélection pour parvenir dans une grande compétition à ne pas encaisser de buts, sachant que par exemple aujourd'hui le Maroc, avec cette stratégie-là, elle arrive en demi-finale. C'est un avantage, c'est une culture des joueurs, c'est une exécution des consignes de coach. C'est quoi exactement? Il y a une consigne, il y a un plan tactique qui est fait par le coach, et puis il y a une particularité de l'équipe aussi, c'est-à-dire que peut-être que le coach, pour lui, c'est gagner un match, c'est marquer un but de plus que l'adversaire. Il y en a Ouais. d'autres qui vont attaquer le match en disant il faut pas prendre de but, et puis il y a des coachs qui vont vous dire bah, pour gagner le match, il faut en marquer un de plus que l'adversaire. Donc vous n'êtes pas dans la même conception, dans la même philosophie de jeu. D'accord. Bien sûr, coach, avant de parler de l'équipe nationale de la France, et qui aurait bien sûr pu être, comme on a dit au début, plus forte s'ils ont ramené d'autres joueurs plus solides et plus expérimentés qui brillent actuellement avec leur club. Parlez-nous un peu de la particularité c'est-à-dire du joueur français, c'est-à-dire le, Ouais. c'est-à-dire la spécialité de la formation en France, c'est-à-dire La- comment, ouais. pourquoi la formation française est toujours la première dans le monde entier aujourd'hui? Et on a la chance d'avoir un vivier avec en France, avec bon, on a 70 millions d'habitants. On a la chance d'avoir une diversité qui est une richesse énorme au niveau des joueurs, de leurs différents profils. Et Ouais. on a quand même une structure via la fédération et la direction technique nationale qui est depuis très longtemps bien organisée et qui Ouais. nous permet d'avoir une formation de cadre, une organisation du recrutement et des structures qui nous Ouais. permettent de bien travailler avec ces jeunes. Et ces joueurs-là, avec la formation française, peuvent s'expatrier un petit peu après partout dans le monde et de pouvoir prétendre à jouer dans les différentes équipes de haut niveau. Ça, c'est sûr. D'accord, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une culture unifiée par rapport à la formation en France? Alors, on n'a pas une culture unifiée. On a une formation de cadre qui est faite par la fédération et sa direction technique nationale à Clairefontaine. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'on en reparlera si vous voulez, mais je pense Bien que sûr, bien sûr, on va parler de Clairefontaine, ça c'est sûr. et si vous voulez, on a une formation un petit peu générale et après, par nos expériences et par notre vécu et par nos compétences, on amène dans chaque club notre expertise et notre projet de jeu avec notre méthodologie, mais qui se ressemblent quand même un petit peu entre chaque club. Et ça permet d'avoir une véritable identité de formation à la française. Et puis ce qui fait quand même donc, notre grande force, c'est d'avoir une qualité de jeunes joueurs avec cette diversité qui fait qu'on a quand même des potentiels qui sont exceptionnels. Mais donc, quand on parle de la qualité des jeunes joueurs, on va pas oublier aussi les recruteurs, celui qui détecte ce jeune joueur. Aujourd'hui, est-ce que, c'est-à-dire ces détecteurs, ces gens qui détectent ces jeunes joueurs, est-ce que ce sont des anciens joueurs? Est-ce que ce sont des formateurs? Est-ce que ce sont des gens qui ont ce don de détecter un profil et de lui faire progresser à travers un centre de formation? Comment ça se travaille en France? Différents profils, hein. Vous avez des anciens joueurs, vous avez des personnes qui sont depuis des années à regarder les petits, etc. et qui ont un œil qui s'affirme au fur et à mesure du temps et qui correspond aux souhaits du club par rapport au profil recherché. Ouais, Et vous avez aussi des formateurs, d'anciens entraîneurs, hein, qui, avec l'âge, ne sont plus sur le terrain, mais ils vont donner un coup de main plutôt dans le recrutement avec leur grosse expérience. Donc, vous avez différents profils, mais ces profils-là vont correspondre aussi à un profil de club recherché, hein, parce que chaque club travaille d'une façon un petit peu différente et ces profils vont correspondre plus ou moins à certains clubs ou pas à d'autres. Donc c'est pour ça qu'il y a la chance pour beaucoup de joueurs de pouvoir faire une carrière professionnelle parce que chaque club a son profil et ses exigences pour faire pour recruter un jeune joueur. d'accord. Coach, autrefois, on a évoqué on évoque toujours le sujet de Clairefontaine. Hein. Depuis 1998, on parle toujours du Clairefontaine, de Benzema, du Samir Nasri, du Valbuena, de plusieurs joueurs qui étaient formés, qui sont sortis Mbappé, de ce, Mbappé. de Kylian Mbappé, hein, voilà, de petits bandits de la vie de bandits, d'accord. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à notre académie Mohamed VI? Qu'est-ce qu'ils disent les Français à propos de l'académie Mohamed VI? Ben, ce qu'on peut en dire, et je me souviens très bien parce que la première personne avec l'Académie Mohamed VI qui a été mise en place par votre roi et qui a demandé à un formateur français, Nasser Largué, de venir, que je connais très bien, et qui est Ouais, donc a mis en place cette structure en copiant un petit peu notre Clairefontaine. Et c'est ouais, vrai qu'il a pu développer cette académie
et devenir une référence dans le temps au niveau du Maroc. Bien Ouais, sûr, on peut parler après avec Nasser, puisqu'il est venu d'Étienne, et que ça lui a voilà. permis de mettre des projets sur le long terme pour le Maroc, dans le Ouais, développement du club, dans le recrutement, dans la formation de cadres, puisque même M. Morland, si je crois, qui à l'époque est venu pour mettre en place au Maroc, qui était un ancien ouais, d'Étienne tout français, à fait. oui, Ouais, je suis bien au courant, et qui est venu mettre en place la formation de cadres et d'entraîneurs. Et je pense que ça a été un vrai tournant pour le Maroc par l'impulsion du roi de pouvoir mettre ce centre en place et ouais. après de mettre en place tout un projet national avec les sélections et les clubs. C'est sûr que ça a été un vrai passage en 2008-2009. Là, ça a été quelque chose d'exceptionnel pour le Maroc et qui maintenant récolte les fruits avec du long terme parce qu'il faut du temps pour mettre tout ça en place. Et c'est vrai que maintenant le Maroc voilà, récolte vraiment cette politique qui avait été menée à l'époque. Et d'ailleurs, celui qui a marqué lors de Classico PSG l'OM, c'est un produit de l'Académie Mohamed VI, qui est Naïef Agred, le joueur de l'OM. Voilà. Parlons toujours de l'Académie Mohamed VI, d'après tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Quel est ton avis sur les jeunes joueurs marocains? Il y a C'est-à-dire, je parle des jeunes joueurs par rapport à cette compétition, parce que on a vu avant la compétition, il n'y avait pas trop de chance. Après, on s'était grandi petit à petit. Aujourd'hui, on va jouer demain demi-finale. Comment vous voyez ces jeunes joueurs? Quel est votre point de vue par rapport à ces jeunes joueurs? ils ont des qualités individuelles. Au Maroc, il y a des jeunes joueurs qui sont des vrais bons potentiels. C'est des joueurs qui sont souvent une vraie qualité technique de balle. Ils ont surtout de l'explosivité, de la vitesse. Et donc, Ouais, c'est des joueurs qui correspondent vraiment maintenant aux critères, aux exigences pour le très haut niveau. Très bonne technique, de la vitesse, de ouais. l'explosivité. C'est ce qui fait la différence quand vous êtes capable de faire des courses à haute intensité et d'avoir de la qualité technique. Ce sont les critères indispensables pour jouer au très haut niveau. Et le jeune joueur marocain a ces qualités-là. Ça, c'est clair. D'accord. Dans Othman Mahama, que vous connaissez très bien, il est aujourd'hui, il est le leader, il est aujourd'hui le capitaine, il était le meilleur joueur du dernier match contre les États-Unis, voilà, Oui, oui. Ouais. avec un passe décisif exceptionnel, du talent. À l'époque, on parlait du talent du Madjer, là aujourd'hui, on parle du talent de Othman Mahama pour une passe décisive. Un mot par rapport à les joueurs qui sont en train de briller lors de cette compétition. Comment vous les trouverez, notamment Othman? Othman, je le trouve bien. Othman a toujours ses qualités de percussion, d'explosivité. Il l'avait chez nous. C'est un joueur qui est capable de faire sauter le verrou adverse sans problème. Il a Ouais. vraiment une facilité. Euh, donc c'est quelqu'un qui est vraiment très intéressant. Il avait juste lui un petit problème de temps en temps. Il fallait qu'il ait un vrai corps d'athlète et qu'il reste très sérieux par rapport à ça, pour pas voilà, pour rester voilà efficace et performant. Mais sinon, il a toutes les qualités qu'il faut pour réussir au haut niveau. Tout à fait. Mis à part Othman, il a un produit aussi de l'Académie Mohamed VI qui est l'attaquant Zabiri. Oui. Comment vous l'avez trouvé, Zabiri? Pareil, c'est des bons joueurs, hein. C'est des joueurs qui sentent le football, qui sont efficaces. Ils ont différents profils dans cette équipe du Maroc et je pense que la France va souffrir. Je pense, ça va être difficile. Mais voilà, et c'est une équipe qui est quand même assez homogène, qui est complète, qui a des joueurs de qualité. Ouais. Euh, euh, dans chaque ligne, il y a des bons joueurs. Donc c'est vrai que ça leur permet de pouvoir avoir des résultats, une équipe très compétitive à ce niveau-là. Ça c'est. Coach, bien sûr, parmi les absents du match de demain, mis à part votre attaquant qui était revenu en Arabie Saoudite, et à l'absence de notre arrière droit Marmar, qui a commis l'erreur de penalty qui a été donné pour les États-Unis, est-ce que selon vous, ça va impacter un peu le rendement dans notre équipe, ou bien c'est en fonction de ce parcours-là et de cet exploit réalisé par les Marocains, n'importe quel joueur il est déjà entré dedans dans l'état d'esprit de cette équipe qui est en train d'être grandie et d'écrire une belle exploit et qui va faire un match de sa vie demain contre la France. Un esprit de groupe qui est fait depuis pas mal de temps. Ils sont ensemble depuis longtemps. Le joueur qui va le remplacer, sera complètement dans le collectif et aura, même s'il est un petit peu moins fort, etc., il va compenser par une grosse motivation, par ses copains qui vont être à côté de lui, qui vont pouvoir aussi l'aider. Et je pense que normalement, à ce niveau-là, ça se voit plus trop après une compétition qui dure depuis déjà pas mal de temps. Je pense pas. Ouais. Là, on va rentrer sur le match. France-Maroc, Maroc-France, demi-finale Coupe du Monde 2022, demi-finale Coupe du Monde U20. Espérons bien qu'il y aura une finale 2026. Hein. Ancelotti il a parlé que le Maroc est favori avec la France, etc. Bah, ça fait du bien pour nous. Hein. Voilà.
Quel est votre pronostic, votre analyse générale par rapport au match? Comment vous le trouvez? Par rapport au match de demain? Oui, par rapport au match de demain, bien sûr. Ouais, je suis un petit peu sceptique pour nous. Hein, je vois le Maroc, c'est une équipe qui monte en puissance, qui a une vraie culture de gagne. Ils se sont construits, ils se connaissent très bien. Nous, l'équipe française, elle s'est construite pendant la période du tournoi parce que bon, il a pu remodeler cette équipe-là. Ouais. Et j'ai peur que pour arriver aux dernières marches, il y ait ce petit manque que le Maroc a avec cette équipe compétitive et complète. Donc, je suis un petit peu inquiet. J'espère que de mon côté, l'équipe de France pourra passer, mais j'ai une certaine inquiétude quand même parce que le Maroc monte en puissance et est quand même une belle équipe. D'accord. Selon vous, quels sont les points forts quels sont les points sur lesquels la France vont appuyer face aux Marocains? Bah, je pense que comme l'équipe du Maroc marque à chaque match, il y a quand même un potentiel offensif. Je pense qu'ils vont essayer de s'appuyer déjà sur une base défensive assez solide, l'équipe de France, hein, Ouais. pour pouvoir montrer un petit peu voilà, le jeu offensif des Marocains. Et puis peut-être par des jeux de transition, ça va vite, par le petit Michal ou d'autres joueurs des joueurs qui sont assez rapides, de pouvoir les contrôler sur des jeux de transition et d'attaque rapide pour pouvoir les mettre en difficulté. Je pense que ça peut être un des projets de jeu de l'équipe de France. Parce que c'est pas, je suis pas avec eux, je suis pas Monsieur Oui, bien Diomède, sûr, ça et sera une analyse, c'est nouveau. ça peut être un style de jeu, une tactique de l'équipe adverse pour pouvoir contrer le Maroc. Hmm. C'est Alain Deschamps contre Walid Regragui en demi-finale au Qatar. On laisse le monopole du ballon et je vous tape sur vos erreurs. Ça peut l'être, surtout quand vous avez une équipe, on va pas dire qui affaiblit, mais qui a pas ses meilleurs éléments. Ça Ouais. peut être un système, voilà, qui permet de pouvoir passer au départ le match, et puis au fur et à mesure du déroulé du match, peut-être de changer un petit peu son fusil d'épaule et de faire des petites variantes tactiques. Mais je pense que ça peut être une base du départ de match, d'avoir une bonne assise défensive d'abord, je pense. Ouais. Et selon vous, quels sont les principales forces de nos Lions d'Atlas? Quels sont les points forts, c'est-à-dire les points forts là où Bernard il va faire il aura peur par rapport à ce match. Quels sont les principales forces de notre Lionceau? J'ai pas vu tous les matchs de l'Atlas hein, du Maroc pendant cette Coupe du Monde. J'ai vu un peu les Français. Maroc, j'ai dû voir un match. C'est une équipe qui a un vrai potentiel via Mahama, via son attaquant, qui est, Jassim. ouais, qui est capable de vous mettre en difficulté. Donc il va falloir bien défendre sur un bloc médian, voire bas un petit peu. Et donc c'est vrai qu'il va falloir être très vigilant parce qu'ils ont un vrai potentiel offensif avec des vrais joueurs de qualité, avec des profils complètement différents. Il va falloir être très vigilant. Moi, c'est là-dessus que j'ai un petit peu peur avec la France par rapport à cette facilité, à cette qualité de jeu offensif du Maroc. Ouais. Coach, je profite de votre présence pour parler d'un point très important. Toujours, on parle de les Espagnols. Ou bien, en fait, il y a un point très important. Hier, mais vous savez, quand nous les Arabes, et vous connaissez très bien, un exploit d'un coach, on commence toujours à lui parler qu'il doit devenir l'entraîneur de l'équipe A et il est le meilleur, machin, parce que tout simplement, est en train de faire des bels résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, c'est le moment pour que quelques pays, notamment le Maroc ou bien dans d'autres pays, on applique la culture espagnole, un De La Fuente, entraîneur de U17, il évolue avec l'équipe, il devient l'entraîneur de l'équipe A, ou bien celui qui est un entraîneur formateur, il reste comme un entraîneur formateur, et celui qui est un sélectionneur d'une équipe A des élites, il doit toujours rester comme des élites. C'est le choix de la fédération avec sa politique d'entraîneur et de sélectionneur. C'est vrai que c'est complètement différent quand vous avez l'équipe nationale U17, U18 ou U20 et puis les A. Vous n'êtes pas du tout dans le même environnement, dans la même pression. C'est encore très différent. On est encore dans le football de jeunes, même s'ils commencent à jouer au niveau. Alors que là, on est dans le football de très haut niveau avec un environnement voilà, qui est complètement à part et différent. Et vous avez des coachs qui correspondent bien à ces catégories d'âge-là. Et puis, il y a d'autres coachs qui sont faits aussi pour ces grandes sélections A, et complètement différents. Je dirais même presque que c'est pas le même métier. Mais Tout à fait, voilà. tout à fait. Donc, c'est des choix. Voilà, ça peut être des choix de fédération, de voir un petit peu. Moi, je suis assez. Comme on parle en club, vous avez les entraîneurs professionnels et les entraîneurs formateurs. Je suis bien passé pour le savoir. Et je leur dis souvent qu'on fait pas le même métier. Voilà, donc c'est un petit peu ça aussi. Hein, Et donc, on a vu, après, on a vu.
Et on a vu Raymond quand il est devenu sélectionneur des Bleus, bah, ses premiers matchs, ça a été très compliqué, hein. On se souvient très bien de ça. Tout à fait, c'est jamais simple. Puis bon, une sélection A, ça a tellement de pression aussi de résultats. Vous avez autant de sélectionneurs que d'habitants dans le pays. Donc c'est Ah, très compliqué. Il y a une pression de médiatique. Voilà, donc c'est pas si simple que ça. Et c'est vrai que il faut savoir gérer cet environnement. Et bien sûr, après, gérer les joueurs qui sont sur le terrain, parce que là, vous avez des top joueurs avec bien sûr leur personnalité, parfois leur ego, leur qualité, bien sûr. Donc c'est jamais simple de gérer une équipe. Ah, c'est jamais facile. et bien sûr, avant qu'on parle de l'équipe A, on parle toujours des équipes des jeunes. La France est toujours là. La France est dans les Jeux Olympiques et dans une Coupe du Monde de U17, de U20, de U23, de tout. Et quel est le secret de cette régularité, de cette continuité au niveau des résultats? Parce que moi personnellement, depuis mon enfance, je suis un grand fan de tournois du Toulon. À l'époque, je l'ai regardé sur la chaîne de Eurosport. Je me souviens très bien de Anelka, de Thierry Henry, de Trezeguet, etc. Après, il y avait du Kamel Merriam, du Samir Nasri, de Karim, etc. Donc, il y a un certain secret. D'où ça vient ces secrets-là? Le secret, c'est d'avoir une base solide. C'est-à-dire, comme je le disais, on a quand même énormément de jeunes joueurs. Et la base, c'est qu'on a des vraies structures, il y a une vraie politique technique, il y a une qualité dans la formation de cadre. Et puis, vous avez des clubs qui travaillent bien avec des clubs qui sont bien structurés, avec vraiment de qualité. Et quand vous avez tout ça, généralement, sur du moyen et du long terme, vous avez une vraie pérennité dans les résultats. Ça, c'est clair. Eh bien, bien sûr, en d'autres parties, il y a le Maroc, qui est devenu aujourd'hui une nation de football. Ça a commencé avec le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2008, qui a demandé que le Maroc doit revenir une nation numéro un au niveau du football. Comment vous voyez cette évolution du foot marocain, mis à part l'histoire de l'académie? Aujourd'hui, quand on voit un U17 lors de la dernière Coupe du Monde était en quart de finale, ils ont perdu bêtement un petit peu contre les Maliens. Le U23, médaille de bronze, on a perdu avec des Et petites batailles contre les Espagnols. 17, ils ont gagné la CAF en 2025. Ils n'ont pas gagné la CAF? Non, non, ils ont gagné la CAF. Je parle des U17, l'ancienne génération qui sont partis en Coupe du Monde. Ils ont perdu contre les Maliens. Les U17 de cette année Coupe d'Afrique. L'équipe féminine, le projet qui a été commencé avec Reynald et qui est en train d'être continué avec Vilda, toujours vice-champion d'Afrique, etc. Selon vous, quel est le secret? Est-ce que ça vient d'un président de fédération qui a de l'audace, qui est ambitieux, qui veut voir son pays numéro un? Est-ce que ça vient d'un travail collectif de la fédération et des bons profils, là où ça a été commencé avec Nasser et puis avec du Ocean, etc., etc. Comment vous voyez cette évolution du foot marocain? C'est le choix des personnes les plus hautes placées. C'est le roi, bien sûr, qui a impulsé ça avec le président de la fédération. Et puis après, il faut savoir bien s'encadrer et choisir les bonnes personnes pour faire un développement et de partir presque à zéro pour recommencer, pour tout recommencer entre le centre Mohamed VI, la structure des clubs, hein, puisque maintenant vous avez des clubs qui sont bien structurés avec des centres de formation, euh, votre recrutement qui est maintenant au niveau de différents clubs avec des gens compétents. La structure des clubs aussi avec un encadrement des entraîneurs, une formation d'entraîneurs qui est de cadre qui est très bonne. Je crois même qu'à un moment, avec les joueurs, ils ont fait venir, je crois, comment on appelle ça, l'école de Limoges pour former aussi les managers généraux, etc. Les clubs pour pouvoir bien les structurer. Donc il y a une vraie politique sur du moyen au départ qui a amené une vraie stabilité, une vraie pérennité. Et maintenant, on voit les résultats qui arrivent après 15 ans où il y a une vraie pérennité et on sait que maintenant, je suis moins inquiet maintenant pour le Maroc avec un travail qui est fait comme ça et qui est comme donc on copie un petit peu la France, c'est-à-dire que maintenant, avec ces structures, la qualité des formations de cadres, la qualité des entraîneurs, la qualité des clubs maintenant qui sont bien structurés, je pense que s'ils restent dans cette optique-là, il y a un vrai socle qui peut vous permettre de garantir de bons résultats pendant les futures saisons qui arrivent. Ça, c'est une vraie garantie. Ça, c'est clair. Je peux pas rater un point très important qui vient de marquer maintenant. Toutes ces résultats de la part des Marocains, à quel point ça peut être un problème pour la France, notamment sur le sujet des binationaux, les Maroco-français, parce qu'auparavant, on parlait bien, on va parler un peu très honnêtement, il y avait
plus de choix envers les pays européens au niveau, surtout au niveau du projet sportif, etc. Là, aujourd'hui, un Maroco-Français, par exemple, ou bien un Franco-Marocain, il va parler que le Maroc, c'est demi-finale Coupe du Monde. Il va parler que le Maroc, il y a de l'avenir, il y a de la continuité. À quel point, et vous, vous êtes un spécialiste dans la formation, ça peut impacter un peu la Fédération française, la DTN en France, pour convaincre un franco-marocain de jouer pour la France vis-à-vis les Marocains. Oui, c'est pas simple. C'est vrai que le Maroc a des vraies garanties pour pouvoir prétendre à faire venir un binational chez lui pour jouer en sélection nationale. Le résultat de ces équipes maintenant nationales, la qualité des joueurs marocains qui arrivent. On voit Hakimi, je me rappelle, Nasser Larguette l'a toujours raconté. Au départ, il hésitait entre l'Espagne et le Maroc. Et puis, quand il y a combien derrière toi devant toi en Espagne et combien il y en a au Maroc? Il y en avait, je crois, 4 en Espagne à l'époque quand il lui a dit ça. Puis quand il lui a dit 17 au Maroc, il n'y en avait qu'un seul. Il a préféré peut-être prendre le Maroc en disant que c'était quand même plus intéressant de jouer avec le Maroc. Et puis un an après, il était titulaire avec Léa et puis il n'a plus jamais quitté cette place-là avec la carrière qu'on lui connaît avec la sélection puis en club. Donc voilà, maintenant il y a des vrais éléments qui font que le Maroc peut vraiment être présent sur les binationaux, au moins français et marocains en France. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se mérite. Mais moi, ça me dérange pas. Il y a la place pour tout le monde. Après, c'est au choix des familles et du joueur de savoir si il préfère jouer avec l'équipe de France parce que c'est son pays aussi l'origine, enfin de naissance, ou binationalité parce qu'il a comme des origines marocaines et de venir dans son pays voilà, d'adoption et voilà. Donc pour moi, ça me dérange pas, c'est un choix, mais c'est vrai qu'il y a des vrais éléments maintenant, il y a des vrais arguments pour que le Maroc puisse décider à un jeune joueur de venir chez lui. Et ça, c'est vrai que c'est pour la France. On pourrait peut-être perdre un ou deux grands joueurs si à un moment il y avait un choix à faire. Ça, c'est vrai que maintenant, la question pourrait plus se poser actuellement. Ça a commencé avec Naël et ça va se terminer avec Ayoub Boadé, pourquoi pas. Votre pronostic par rapport au match demain, je sais, d'ailleurs, permettez-moi de vous remercier vivement par rapport à votre présence. Je sais que ça me fait un grand plaisir que vous serez avec moi aujourd'hui à J-1 de cette grande demi-finale. Votre pronostic par rapport à ce match de demain entre le Maroc et la France, avant qu'on clôture notre échange. Un partout et victoire des France au pénalty. Ah, d'accord. Bah, c'est bien. Bah, coach, au nom de tous les Marocains, je vous remercie vivement par rapport à votre présence. J'espère qu'il y aura d'autres émissions. Juste pour vous expliquer un point, on allait avoir avec nous le directeur du centre de formation de Chipo, qui est le frère de notre ex-grand joueur du Maroc, Youssef Chippo. Et il avait juste un empêchement, d'ailleurs, juste à titre d'info. Il y a le Maroc qui est en train de jouer actuellement avec contre le Congo. Et malgré ça, la présence de Bertrand, pour moi, ça donne plus de valeur. C'est pour ça, ça me permet d'être avec vous et bien sûr de faire cet entretien que j'espère qu'il était un petit peu, on était à la hauteur d'un grand profil comme vous. Donc, je vous laisse le mot de la clôture avant qu'on clôture cet échange. Je me rends compte que tous les pays maintenant rivalisent et quand on voit le Maroc qui s'est depuis 15 ans, qui s'est structuré, qui avait déjà la qualité des jeux qu'il fallait, ils ont pris conscience de ça et je pense que maintenant ça va devenir de plus en plus une très grande nation du football et je pense même mondial. On l'avait déjà il y a pas longtemps au Qatar et je pense que c'est vraiment une équipe qui va confirmer dans le temps un vrai concurrent à notre équipe et ça sera toujours intéressant de voir ces matchs-là. Ben, et moi, à la marocaine, je vous dis choukran, ça veut dire merci à la marocaine. Merci beaucoup pour votre présence. Espérons bien que éventuellement, hier, j'étais en train de parler avec Nasser, qui est en train de regarder maintenant le match de l'Irak contre l'Arabie Saoudite. Espérons bien qu'ils vont se qualifier. Comme ça, on pourra faire quelque chose toujours dans le domaine de la formation. Vous êtes un grand profil dans la formation. Lui aussi, c'est un grand calibre dans la formation. Et ça nous permet toujours de donner plus d'informations, plus de détails pour le travail d'un formateur parce que plusieurs personnes y parlent toujours d'un Messi, d'un Benzema, de je ne sais pas quoi. Mais comment ce Benzema est arrivé à la Benzema ou bien ce Messi est arrivé à la Messi, ça vient de tout un travail. Et merci parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui on regarde et du Barça et du Real et du grand club parce que si on regarde un grand joueur, c'est grâce à un grand formateur et vous faites partie des grands formateurs et des grands connaisseurs dans la formation. Donc merci à vous et espérons bien qu'on se revoit, on se retrouvera Inch'Allah dans un autre moment. Oui, avec Merci. plaisir. Merci Le encore. plaisir partagé. Merci. Au revoir.